À tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le CNCH avec le soutien institutionnel des laboratoires Zoll que je remercie. Je voudrais préciser que bien qu'artisanale par essence, conservatrice par nature, la médecine n'est pas hermétique et s'adapte lentement aux avancées technologiques dont s'empare l'individu qui est derrière les soignants que nous sommes. À peine remis des efforts liés du passage du crayon au clavier, du papier à l'informatique, voilà qu'on propose au médecin de modifier les conditions de sa consultation médicale et la surveillance de ses patients. Vous l'avez bien compris, nous allons parler de télémédecine, qui trouve deux grands champs d'application, la surveillance des prothèses implantables et l'insuffisance cardiaque. Cet échange sera interactif et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Garcia, rythmologue interventionnel au CHU de Poitiers. Rodrigue, bonjour et bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc, on va structurer cet échange autour de quatre grands thèmes. D'abord, les recommandations des sociétés savantes. Après, on parlera de l'organisation de l'activité dans nos centres respectifs et la réalité du terrain. On parlera du financement et du dernier décret et Rodrigue, on recueillera à chaud des réactions. Après, on parlera de l'avenir et de dispositifs qui ne bénéficient pas d'un financement, comme les moniteurs implantables, le gilet défibrillateur, les objets connectés, et tu nous présenteras les résultats de l'étude WABIT. Merci donc au laboratoire Zoll. Avant de passer la parole au professeur Garcia, je voudrais rappeler que la télécardiologie fait partie intégrante de notre prise en charge des malades et que ses avantages ne sont plus à démontrer. Elle est bénéfique autant pour tous les protagonistes, les patients, l'assurance maladie en premier, puis les centres et les médecins, avec un petit bémol. J'ai mis un petit code couleur pour les avantages, en sachant que les médecins, il n'y a pas toujours un temps médical dédié à cette activité. Pour les patients, ça permet une surveillance continue. Ça leur permet également de bénéficier d'interventions rapides, d'éviter des déplacements inutiles, un accompagnement thérapeutique au plus proche de leur lieu de vie et une amélioration de la qualité de leur vie. Pour l'assurance maladie, une réduction des coûts liés au transport, une diminution des hospitalisations, de meilleurs résultats pour les patients avec moins de ressources. Pour nos centres, il y a une réduction des hospitalisations évitables, une optimisation du flux des patients et leur passage par les urgences. Et on l'a tous vu pendant le Covid, ça nous a permis de surveiller nos malades à distance et d'éviter de les faire venir à l'hôpital. Un petit mot de l'historique et des chiffres. Je voudrais rappeler que le premier pacemaker communicant a été implanté en 2001, le premier défibrillateur télésurveillé en 2002. En 2010, nous avons eu les résultats de toutes les études qui nous ont montré l'intérêt de la télésurveillance. Et c'est surtout l'expérimentation étape entre 2018 et 2023 qui a permis de donner un grand élan à cette activité. Entre-temps, bien évidemment, il y a eu l'élaboration de la charte de télécardiologie et le DU de rythmologie pour les paramédicaux qui nous aident dans cette activité. Il faut retenir un chiffre, c'est qu'il y a 130 000 prothèses implantables en France qui sont télésurveillées, avec une proportion quasi équivalente pour les pacemakers et les défibrillateurs, en sachant qu'il y a quand même 92 000 prothèses qui sont éligibles à cette télésurveillance, avec 75 000 implantations de pacemakers et 16 000 implantations de défibrillateurs par an. Donc, on est loin du nombre de prothèses qui devraient être surveillées et qui sont surveillées. En ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, c'est dans les années 2000
que les études ont commencé, des petites études ont suggéré un intérêt potentiel de la télésurveillance dans l'insuffisance cardiaque. Sont arrivées par la suite des études randomisées entre 2006 et 2016, la dernière étant arrivée en 2016, c'est l'étude OSICAT dont les résultats sont parus avec 937 patients. Actuellement, il y a plus de 20 000 patients suivis en insuffisance cardiaque avec 1 million d'insuffisants cardiaques en France et chaque année 100 000 nouveaux cas. Alors, comment ça se passe autour de nous? Si on regarde notre voisin allemand, seulement 1,2 à 1,4 des patients porteurs de pacemakers et défibrillateurs, tout confondus, sont activés. C'est uniquement depuis 2016 que le télésuivi des défibrillateurs et le défibrillateur resynchroniseur est remboursé, mais à un forfait qui est équivalent au contrôle en présentiel. Le télésuivi des pacemakers et des moniteurs implantables n'est pas remboursé. En revanche, pour l'insuffisance cardiaque, avec tensiomètre, balance et saturomètre, c'est remboursé depuis 2022 après 5 années de discussion et 2 premiers refus. Si on regarde ce qui se passe au Canada, c'est assez hétérogène. Et si on regarde les différents États, ça dépend desquels. Le suivi à distance est activé chez la majorité des patients porteurs de défibrillateurs, mais uniquement dans 50% des patients qui sont porteurs de pacemaker. Et on alterne une consultation en présentiel et une consultation à distance. Rodrigue, je te passe la parole. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe à Poitiers? Avec plaisir. Donc, au CHU de Poitiers, nous avons à peu près 3200 patients qui sont suivis en télécardiologie et qui ont une prothèse rythmique implantable. L'équipe est la suivante. Nous sommes 4 médecins seniors, mais ceux qui sont au premier plan, ce sont 2 infirmières de télécardiologie, dont une qui a une délégation de tâches pour contrôler les pacemakers et les défibrillateurs, et également une secrétaire qui permet d'aider ces deux infirmières. Quand on regarde la proportion des devices télésuivis, on voit que plus de 50% sont des stimulateurs cardiaques, un gros tiers sont des défibrillateurs et on a environ 200 à 300 moniteurs cardiaques implantables. Un petit rappel sur les recommandations européennes qui ont été éditées en 2021 sur la stimulation cardiaque. Il est recommandé, euh, avec une classe 1, que la télésurveillance permet de réduire le nombre de suivis présentiels, notamment chez les patients qui ont un pacemaker avec des difficultés pour venir à ces suivis présentiels. Toujours avec la même classe 1, euh, il est recommandé que la télésurveillance est appropriée s'il y a un recall, notamment chez les patients à risque important, comme chez les patients qui sont dépendants de la stimulation cardiaque. Avec une classe 2A, il est spécifié que les suivis présentiels chez les patients qui ont un stimulateur cardiaque simple ou double chambre peut être espacé tous les 24 mois s'il y a de la télésurveillance. Et enfin, que la télésurveillance a un intérêt tout particulier chez les patients pour détecter de manière précoce les problèmes cliniques tels que les arythmies ou les problèmes techniques comme les défaillances de sonde ou de batterie. Un petit rappel sur le consensus d'experts qui a été publié l'an passé par les 4 sociétés savantes de rythmologie. Il est clairement spécifié avec une classe 1 que
tous les patients qui ont une prothèse rythmique implantable doivent être télésurveillés et que ça fait partie du standard de soins actuel et de manière assez amusante parce que je pense qu'on est très peu à avoir cette configuration-là. Il est recommandé avec une classe 2A d'avoir au minimum 3 temps plein ou équivalents pour 1000 patients suivis en télésurveillance, que ce soit du staff clinique ou du staff administratif. Diapo suivante. Voilà. Là, c'était juste une seule étude qui est une méta-analyse pour démontrer qu'il y a un réel bénéfice à la télésurveillance, notamment ici des défibrillateurs cardiaques implantables, puisqu'on voit que dès 12 mois de télésuivi, il y avait moins de mortalité toute cause chez les patients télésuivis par rapport au contrôle. Voilà. Alors, moi, je voudrais rebondir un petit peu sur tes propos, Rodrigue, pour parler de l'organisation, parce que tu as parlé de 3 équivalents temps plein, aussi bien pour le staff administratif médical. Et donc, je voulais rappeler un tout petit peu les différentes parties dans la télésurveillance. La terminologie a changé. Il y a d'abord le patient, bien évidemment, mais on parle d'opérateur et d'exploitant. Donc, l'opérateur, c'est qui? C'est un professionnel médical qui peut être seul ou intervenir dans une structure de santé, un établissement de santé, un service médico-social ou une équipe pluriprofessionnelle libérale avec au moins un professionnel médical. Donc, c'est cet opérateur qui va assurer le suivi médical du patient. L'exploitant, c'est un industriel qui fournit la solution, qui la fabrique ou la distribue. Il distribue donc un dispositif médical numérique qu'on appelle DMN et les éventuels accessoires qui sont nécessaires à la collecte des données, tels que par exemple le tensiomètre, la balance, etc. Mais la télésurveillance reste un acte médical. Donc, il peut être fait par le médecin seul ou bien en équipe. Donc, si le médecin décide de le réaliser seul, il le fait seul. Sinon, il délègue soit des compétences, essentiellement des compétences médicales au sein de son équipe, auquel cas il a besoin d'un protocole de coopération. Pour les compétences non médicales, il n'y a pas besoin de protocole de coopération. Mais s'il délègue des compétences non médicales à un tiers qui n'est pas professionnel de santé, un extérieur, un industriel, il faut non, non pas un protocole de coopération, mais il faut un contrat type pour qu'il y ait une rétrocession des honoraires. Ça, c'est la réglementation. Je voudrais faire aussi un rappel pour ce qui est activité médicale et activité non médicale. Les activités médicales sont les actes ou les activités à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique. Celles-là, il n'est pas possible de les déléguer à un non professionnel de santé, à quelqu'un qui n'est pas professionnel de santé. Pour pouvoir les déléguer, il faut un protocole de coopération à une infirmière éventuellement. Les activités non médicales, telles que l'accompagnement thérapeutique, le préfiltrage des alertes ou le rappel des patients, il n'a pas besoin d'un protocole de coopération. Il peut être confié à un tiers qui n'est pas professionnel de santé avec une convention, on l'a déjà dit. Alors, comment ça se passe en France en pratique? Tu nous as parlé des recommandations. Là, je vais vous présenter 2 enquêtes, une française et une italienne. Et on va voir si les chiffres que tu as annoncés sont respectés. Donc, l'enquête française, elle a porté sur 70 centres en France. Elle a été menée par 2 centres parisiens et un centre en province, avec la coopération de la Société des paramédicaux, Société française des paramédicaux. Et donc, une enquête a été envoyée à ces centres. Ils ont répondu sur les conditions de leur activité. Il est paru que 93% des gens qui ont répondu à ce questionnaire avaient une expérience inférieure à 10 ans.
ce qui témoigne de l'implication récente des paramédicaux dans cette activité. 97% participent à cette activité, mais seulement 25% à temps plein. Il y avait une polyvalence et donc une mutualisation des moyens. Dans un tiers des cas, il n'y avait pas d'arbre décisionnel pour trier les alertes. Il y avait un protocole de coopération uniquement dans 9,8% du temps. Et il était prévu d'en faire un, de le réaliser, de le rédiger dans 42% pour 42% des centres qui ont répondu. 66% des centres qui ont répondu utilisaient une plateforme multiconstructeur et 25% des infirmières participaient à la facturation. Dans cette enquête, il n'y a pas eu d'évaluation du temps médical pour l'activité. L'enquête italienne avait commencé en 2016 et donc en 2018, il y a eu 2024 patients qui ont été implantés et 93% de ces patients étaient suivis à distance. Ils ont noté que pour les pacemakers, il y avait 5,3 alertes par patient par an. Et pour les défibrillateurs, il y en avait 6 par patient et par an. Et seulement 21% des alertes reçues étaient soumises au médecin. Suite à ces alertes, il y a eu 5% seulement qui ont nécessité une consultation qui n'était pas prévue. Ils ont étudié le temps passé pour cette activité et ils ont déterminé que les infirmières avaient besoin de 3596 heures par an, soit 1,95 équivalent temps plein. Et la charge des médecins était modeste, 526 heures par an, soit 0,29 équivalent temps plein. Dans l'enquête française, ils disaient qu'ils trouvaient que c'était à peu près équivalent. Ils pensaient qu'il y avait la nécessité d'infirmières, c'était la même chose, 2 équivalents temps plein entre 100 et 500. Il y avait besoin de 52% d'équivalent temps plein, jusqu'à 1000, 1,27 équivalent temps plein, entre 1000 et 2000, 1,4 équivalent temps plein, et au-delà de 2000, 2,24 équivalent temps plein. On verra par la suite lors de la discussion si on est d'accord. Alors, dans notre centre, à nous, on a 2 équipes différentes. On a une équipe qui s'occupe de la surveillance des prothèses, l'équipe de rythmologie. Elle est composée de 2 infirmières temps plein et 4 rythmologues seniors qui participent à cette activité. Cette activité a débuté en 2009 avec les études cliniques et on a poursuivi par la suite. On a rapidement intégré nos patients dans le programme étape. Et on a à peu près 40% de pacemakers, 48% de défibrillateurs et 12% de moniteurs implantables. Les gilets défibrillateurs ne font pas partie de cette activité dans l'immédiat. Pour l'insuffisance cardiaque, on a une file active de 200 patients avec 2 infirmières et la participation des autres médecins qui ne sont pas forcément spécialisés en insuffisance cardiaque. Et on a 2 solutions. Une solution avec objet connecté et une application sans objet connecté pour les patients qui ne sont pas très technophiles. On a commencé en 2022 et il est prévu par la suite des consultations de titration et la formalisation d'un protocole de coopération pour les 2 équipes. On continue, on attaque le 2e thème pour parler du remboursement. Tu es d'accord, Rodrigue? On continue? Allons-y. D'accord. Donc, l'année 2022, avec la loi de finances de la sécurité sociale, la loi de finances a acté la fin de l'expérimentation étape et la généralisation de la télésurveillance. Et en décembre 2022, ils sont parus 2 décrets qui fixent les modalités du remboursement. En avril 2023, les guichets de certification ont été ouverts à tous les industriels, à tous les fournisseurs pour certifier leur solution. Et en juillet 2023, l'expérimentation étape s'est arrêtée
Et donc, il est paru les décrets et ça fait la une des journaux. Donc, la France est devenue le premier pays européen à rembourser la télésurveillance en dehors d'une expérimentation. Si on regarde ce qui se passe autour de nous, c'est un petit peu compliqué. J'ai mis en rouge le- les pays où il y a un remboursement aussi bien pour le dispositif, enfin pour l'opérateur, que pour le fournisseur. Donc, 4 pays, la France, la Suisse, la Finlande et la République tchèque. Le reste, c'est remboursé pour certaines indications et pas pour d'autres. D'autres, c'est remboursé pour le forfait de l'opérateur et pas du tout pour le fournisseur de solutions. Une notion est très très importante, c'est la notion, depuis qu'on est passé en droit commun, c'est la notion de file active. Dans le programme étape, la télésurveillance était payée par patient et chaque semestre, et durant lequel on recevait 65 € par patient et par semestre. Ces patients vont faire partie, ces patients vont continuer à faire partie de notre file active en droit commun et on continuera à être payé et à avoir un forfait pour ces patients. Ça, c'est pour l'opérateur. En revanche, l'industriel, dans étape, il était payé une seule fois pour toute la durée et au début du suivi. Donc, ces patients qui ont été payés et qui étaient dans étape ne pourront plus être payés pour les fournisseurs. Donc, les constructeurs vont repartir à zéro et c'est les nouveaux patients qui pourront facturer. Alors, les forfaits, c'est un petit peu compliqué. Donc, le nouveau code, c'est d'abord une chose, c'est les prothèses implantables sont remboursées avec un forfait de niveau 1. L'insuffisance cardiaque pour un niveau 2. Pour les prothèses implantables, c'est le code TVA. Pour l'insuffisance cardiaque, c'est le code TVB. Il y a eu une tolérance depuis l'entrée en droit commun jusqu'à il y a quelques jours. On pouvait encore utiliser le code TCM, mais dorénavant, c'est le code TVA qui remplace TCM. Et c'est un forfait de 11 € et qui peut être facturé pour les patients avec et sans ALD. Si le patient a une pathologie liée est en ALD pour une pathologie rythmique, le forfait est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. S'il n'a pas d'ALD d'origine rythmique, il ne sera pris qu'à 60% et le complément est remboursé par la complémentaire santé. L'insuffisance cardiaque donc, bénéficie d'un forfait socle de 28 € par patient par mois. C'est le code TVB avec possibilité de 2 majorations. Un forfait majoré niveau 1, c'est 56 € par patient par mois si le patient sort d'une hospitalisation, si le patient a plus de 80 ans. Un forfait majoré niveau 2 de 70 € par patient avec des critères beaucoup plus restrictifs. Patient qui est polypathologique, qui a un cancer ou beaucoup plus complexe. Attention si le patient n'est pas en ALD, les 40% restants, ou s'il n'a pas de complémentaire, les 40% vont rester à sa charge, aussi bien le forfait opérateur que le forfait technique pour l'industriel. Ça, c'est important. Mais on est rassuré parce que la plupart des mutuelles vont pouvoir prendre en charge ce forfait. D'abord, une notion, c'est 95% de nos patients ont une complémentaire santé en France et ça va dépendre de leur contrat. 95% des contrats sont des contrats responsables. Alors, qu'est-ce qu'on appelle contrat responsable? Ce sont des contrats qui respectent un cahier des charges qui a été fixé par décret et qui fixe les plafonds et les planchers de remboursement. C'est-à-dire qu'il y a un minimum à rembourser et un maximum, notamment les dépassements d'honoraires. Donc,
ces mutuelles qui ont un contrat responsable vont pouvoir rembourser l'intégralité du ticket modérateur. Ceux qui ne sont pas étiquetés contrat responsable, ils ne respectent pas ce cahier de charge. Donc, ils remboursent notamment les dépassements d'honoraires. Donc, c'est pas sûr qu'ils remboursent la télésurveillance. Il va falloir voir chaque cas. À toi, Rodrigue. Donc, je voulais terminer l'échange, notamment pour parler des deux dispositifs qui ne font pas euh, l'objet d'un remboursement pour la télésurveillance. D'une part, les moniteurs cardiaques implantables et d'autre part, le gilet défibrillateur. Donc, juste pour vous situer, il y a environ 13 000 implantations de moniteurs cardiaques implantables par an et ce nombre ne va pas cesser d'augmenter puisqu'on sait qu'on a une explosion des indications, notamment sur l'indication bilan d'accident vasculaire cérébral cryptogénique. C'est le nombre de prothèses qui en nombre est le plus faible par rapport aux stimulateurs cardiaques et aux défibrillateurs cardiaques à l'heure actuelle, mais ce sont celles qui génèrent le plus d'alertes avec un taux de faux positif qui est très important puisque ces prothèses doivent être sensibles pour détecter un trouble du rythme. Mais on l'espère que l'avancée technologique et l'intelligence artificielle va en partie résoudre ce problème. Juste pour rappel, concernant le consensus d'experts qui a été publié l'an passé, chez les patients qui ont un moniteur cardiaque implantable et qui sont sous télésurveillance, il n'y a pas de bénéfice, selon ce consensus d'experts, à faire des visites en personne de manière habituelle et routinière. Et on espère que l'on aura un remboursement de la télésurveillance des moniteurs cardiaques implantables en France en 2025. Mais voilà, il faut déjà voir comment ça se passe pour l'entrée dans le droit commun avec les autres prothèses rythmiques. Ensuite, le deuxième dispositif, c'est le gilet défibrillateur. Donc, je rappelle que les indications remboursées en France sont après l'extraction d'un défibrillateur cardiaque pour une infection en attente de la réimplantation, chez les patients qui sont en attente d'une transplantation cardiaque, et enfin le pot commun cardiopathie ischémique, fraction d'éjection altérée, que ce soit à la phase aiguë ou chronique de l'entrée dans la cardiopathie ischémique. Donc, j'ai eu la chance d'avoir accès aux données grâce au professeur Marijon de la cohorte Werit France. Ces données ont pu être publiées en 2021 dans Europace. Il y avait plus de 1000 patients qui avaient une moyenne d'âge de 60 ans, une fraction d'éjection en moyenne à 27%. Et la particularité de cette cohorte française, c'est que tous les patients avaient une séance d'éducation de 2 heures sur leur maladie et sur le gilet défibrillateur, et aussi qu'ils étaient tous télésuivis, ce qui n'était pas le cas, par exemple, chez les patients américains. Et donc, ceci a amené à avoir un taux de compliance, donc une durée de port du gilet défibrillateur qui était extrêmement élevée, avec une médiane à 23 heures sur 24. Juste pour information, dans l'étude VEST, qui était sur une cohorte américaine, la médiane était à 16 heures. Donc ici, on avait une compliance beaucoup plus importante. Et enfin, le taux de choc approprié était de 7,2 pour 100 personnes années et le taux de choc inapproprié à 3,2 pour 100 personnes années. Alors, on peut, grâce à la télésurveillance du gilet défibrillateur, avoir des informations qui sont assez importantes et assez pertinentes d'un point de vue clinique. La première, c'est la compliance et donc la durée de port de la veste. Ici, on voit en abscisse, donc 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les jours du mois. Et en ordonnée, on voit les heures de la journée. Donc les barres vertes
sont les durées de port du gilet défibrillateur et les petites interruptions en blanc, ce sont le temps pendant lequel le patient ne porte pas le gilet défibrillateur. Et donc, ceci est estimé grâce à un petit système d'impédance-métrie. Et c'est particulièrement pertinent parce qu'on peut voir s'il y a un épuisement, si le patient devient de moins en moins compliant au cours du temps. Et si c'est le cas, puisque initialement on a assez peu d'interruptions, alors qu'à la fin, à partir de 20, 21, 22e jour, on voit qu'il y a beaucoup plus d'interruptions. Et donc, c'est une bonne occasion pour rappeler le patient au téléphone et voir ce qui se passe, pourquoi il est moins compliant et essayer d'y remédier. On a d'autres données, notamment des données biométriques, qui peuvent être particulièrement intéressantes, notamment chez les patients insuffisants cardiaques. D'une part, la fréquence cardiaque et également le nombre de pas. Et enfin, on peut voir quelle est la position du patient au cours de la journée, c'est-à-dire est-ce qu'il est en position assise, debout ou allongé. Donc, si on voit par exemple que notre patient a une fréquence cardiaque qui augmente au fur et à mesure des jours avec un nombre de pas qui diminue, voilà, on peut se poser la question, est-ce que l'on n'est pas dans les prémices de l'insuffisance cardiaque? Et donc, on peut facilement refaire le point avec notre patient. Enfin, on a utilisé les données de l'étude de Werit euh, pour voir si, en utilisant la fréquence cardiaque nocturne, l'évolution de ce paramètre pouvait être associée à des événements cardiovasculaires. Et donc, de manière intéressante, on a euh, pu voir que les patients qui avaient une augmentation de plus de 5 battements par minute de fréquence cardiaque nocturne d'une semaine à l'autre avaient un risque beaucoup plus important d'événements cardiovasculaires, avec une mortalité totale qui était augmentée de 11 fois et des hospitalisations pour cause cardiovasculaire augmentées de 3 fois. Saïda, je vous laisse conclure cette session. Oui, donc merci Rodrigue d'avoir été notre invité. Merci de cette revue de la télésurveillance en France, aussi bien sur les modalités d'organisation que sur son apport et son financement. Rodrigue, je voudrais recueillir un petit peu à chaud ta réaction vis-à-vis de ce décret et ce mode de fonctionnement. Comment ça va se passer? Et on est un petit peu dans l'inconnu. Il faut dire que Étape marchait très bien. Euh, Là, ce qui va nettement changer la donne, c'est la facturation, notamment la facturation mensuelle. Et est-ce que ça va pas représenter une lourdeur administrative? Donc, on espère que non. Deuxième point qui pouvait un peu effrayer, c'était le restant à charge chez les patients non ALD. Mais comme vous l'avez très bien dit, en fait, ça concerne assez peu de patients et notamment, il y a des accords qui sont en train d'être établis. Donc, ça devrait plutôt bien se passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est un petit peu aussi inquiet, mais ben, je pense comment les choses, on va voir les mois qui viennent. Et je voudrais surtout revenir sur l'organisation. J'ai bien compris, vous avez deux infirmières, trois C'est ça, infirmières, deux infirmières et une secrétaire. secrétaires. Donc là, il y a une intervention d'une secrétaire pour les problèmes administratifs. Ça, c'est intéressant parce que nous n'avons pas de secrétaire dans ce parcours et c'est vrai qu'il y a beaucoup de secrétariat et que les infirmières se plaignent souvent de ça. C'est du temps, ce secrétariat qui est de combien à peu près? Ah ben, pour nous, pour nos 3000 patients, ça représente au moins 75%. 75%. Deux infirmières pour 3000 patients. Ouais, D'accord. Et donc, des rythmologues seniors, vous êtes quatre. on est quatre, mais après, on n'est pas en première ligne sur les alertes. C'est vraiment nos deux infirmières qui sont en première ligne.
Deux infirmières, parfait. Donc, il y a un protocole de coopération qui est en Un cours. protocole de coopération pour une des deux infirmières qui peut interroger, mais alors cette fois-ci en présentiel, les pacemakers et les défibrillateurs sous notre responsabilité. D'accord. Donc, c'est pas pour la surveillance des prothèses. Pas du tout, pas du tout. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde le chat. Vous pouvez poser vos questions. J'en ai pas vu. Euh, Je vois pas de questions non plus. Est-ce que tu utilises une plateforme multi-constructeur ou pas du tout, ou tes infirmières vont chercher des informations sur tout le site? Comment ça se passe? Alors, ça, c'est très centre dépendant. Effectivement, euh, on- on participe à un très gros registre de patients qui ont un défibrillateur cardiaque qui s'appelle DIPP dans 20 centres où l'objectif, c'est d'avoir 10 000 patients avec un défibrillateur cardiaque, le tout suivi pendant 10 ans. Et dans ce cadre-là, effectivement, on utilise une plateforme multi-constructeur. Alors, le gilet défibrillateur donc, fait partie de l'activité de... Vous en avez à peu près une file active de combien par an? Je dirais à peu près entre 50 et 60. Euh, voilà, comme je le disais, on a des informations qui sont assez pertinentes, notamment sur la durée de port du gilet défibrillateur, mais également sur des données biométriques comme la fréquence cardiaque et le nombre de pas. Voilà, c'est des données qui sont assez pertinentes, notamment chez les patients insuffisants cardiaques et qui peuvent nous amener à contacter le patient si on voit qu'il réduit progressivement le nombre de pas ou que l'on voit que sa fréquence cardiaque augmente de manière progressive. Est-ce que c'est une charge supplémentaire pour les infirmières qui font la télésurveillance? Oui, oui, oui. Ça, c'est clair parce que c'est pas une activité qui est remboursée. Après, ça représente assez peu de patients parmi les 3 000 patients qui ont une prothèse et qui sont suivis. Je regarde le chat. Est-ce qu'il y a des questions? On voit pas. Euh, on a parlé que des prothèses. Est-ce que tu as une idée enfin, du nombre de patients insuffisants cardiaques à Poitiers suivis? Alors, c'était pas une activité qui était réalisée de manière historique, mais qui vient de commencer récemment. Et donc, pour le webinaire, j'avais demandé au docteur Lequeux, Benoît, qui s'occupe de la télésurveillance des insuffisants cardiaques. Et donc, actuellement, ils ont une file active de 100 patients, mais qui est en cours d'augmentation. Euh, voilà. Je vois une question de Hubert Delplanque sur le chat qui demande si les deux infirmières sont deux par jour ou si elles alternent. Non, 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 elles sont bien deux temps plein pour les 3 200 patients. Ok. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Bon, les choses, c'est peut-être très clair. Ben, écoute, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être de nous avoir suivis. Je te remercie, Rodrigue, pour ta disponibilité et pour ton c'était très clair. Merci Saïda. À bientôt et merci aux organisateurs du webinaire. Merci au laboratoire ZOL. Merci, à bientôt, au revoir.